petit go là, ça marche? Installez-vous, installez-vous, je vous en prie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce débat sur l'utilité du journalisme, utilité sociale, utilité démocratique, comment les Françaises, les Français perçoivent le rôle des journalistes et pour ceci, pour le mesurer, on a un outil extrêmement précieux qui est le baromètre Via Voice qui depuis 8 ans nous offre un regard aiguisé sur le sujet. Alors Via Voice a mesuré l'état de l'opinion publique sur un terrain élargi en cette année olympique. Les Français, les Françaises ont été interrogés sur leur rapport au journalisme, leur rapport au sport, au journalisme sportif, à quelques semaines des Jeux olympiques organisés à Paris. Nous allons vous présenter les résultats de ce baromètre Via Voice, nous allons les décrypter, nous allons en débattre et évidemment vous pourrez réagir, poser des questions à nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Pascal Golomer, bonjour, vous êtes directeur du service des sports à France Télévisions. Michel Denisot, bonjour, qui est le directeur évidemment, le président du jury des prix des Assises, journaliste animateur. Frédéric Misselin, bonjour, vous êtes directrice adjointe de RFI. Accueillons également Cyril Petit, bonjour, vous êtes rédacteur en chef délégué chez Ouest France. Florence Latrive, bonjour, directeur adjoint de l'information à Radio France. Et Adrien Broche, bonjour, vous êtes responsable des études politiques et publié à Via Voice. Merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors Adrien, vous allez ouvrir le bal justement pour nous présenter les grandes lignes de ce baromètre Via Voice. Est-ce que ça fonctionne? Super. Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais effectivement vous présenter les grandes lignes de ce nouveau baromètre qu'on mène. Alors, normalement, j'ai un petit outil pour passer les slides. Est-ce que ça fonctionne? Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Hein. Un petit test encore? Je teste. Super. Ah, voilà. Alors, je vais vous faire un petit rappel d'abord méthodologique. On n'a pas la slide sous les yeux, mais de ce baromètre. Donc, c'est une enquête qu'on mène depuis 8 ans auprès d'un échantillon de 1000 Français, représentatif de la population française, méthode des quotas, donc quelque chose d'assez classique pour ce type de baromètre. C'est un baromètre qui se compose de deux grandes parties. Une première partie composée d'une batterie d'indicateurs qu'on pose chaque année pour évoluer et mesurer l'évolution d'un certain nombre de rapports des Français vis-à-vis du journalisme et de son utilité. Et puis une deuxième partie tournante, c'est-à-dire thématique, qui change selon les années. L'année dernière, c'était sur le goût de l'information. Il y a 2 ans, sur les questions politiques. Cette année, sur les journalismes et le sport. Donc, première partie de ce baromètre, d'abord, avec une première question barométrique sur l'utilité du journalisme. On a demandé aux Français, comme chaque année, diriez-vous, en règle générale, que le journalisme est un métier très, assez, pas vraiment inutile ou non-réponse? 85% de l'opinion nous répond que c'est un métier considéré comme utile. Vous avez la petite courbe sur la droite qui vous détaille l'évolution année après année depuis les débuts de ce baromètre, de ce score-là. 85%, c'est relativement stable par rapport à l'année dernière. Vous le voyez, on était à 84. En revanche, on est dans une phase post... alors, on peut appeler ça, vous voyez le score à 86% au mois de février 2020. Février 2020, on est juste avant le déclenchement de la crise Covid. Les scores montent ensuite à 91, 89, 90 et restent sur ces 3 éditions de ce baromètre assez haut. Mai 2022, on est à 90, on est en année guerre en Ukraine et année présidentielle, donc le score continue de monter. 84% en mars 2023, 85% cette année. C'est un indice qui est fortement corrélé à l'évolution politique et sociale de la société française et du paysage du coup médiatique sur ces enjeux-là. Donc globalement, un score qui reste très élevé, forcément dans une période d'actualité médiatique, sociopolitique un petit peu moins importante et moins intense peut-être qu'au mois de mai 2022 et qu'en période de crise Covid. Logiquement, il est un petit peu en retrait, mais ça reste quand même largement majoritaire.
Vous avez le détail, je ne vais pas vous abreuver de trop de chiffres, mais par âge de cet indicateur-là, vous le voyez, ça se lit comme tel. Sur la catégorie 18-24 ans, 90% de ces personnes-là, donc des plus jeunes du panel, considèrent le journalisme comme utile. C'est 5 points de plus que la moyenne en général, qui est à 85%. Mais globalement, c'est un sentiment qui est largement partagé dans la population française. Deuxième question barométrique, quelle est l'information à laquelle vous faites le plus confiance? 72%, c'est la réponse en bleu. Des Français répondent celle qu'ils trouvent par eux-mêmes dans les médias professionnels, donc un taux de confiance dans l'information dite professionnelle, là aussi très élevé. Un petit recul néanmoins, on est à -4 par rapport à l'année dernière. Vous le voyez, la courbe est sensiblement la même que celle sur l'utilité du journalisme, c'est-à-dire qu'on a des périodes où le journalisme est particulièrement considéré comme utile, ces périodes où on est aux alentours de 90% de l'opinion, où par conséquent, on a aussi de plus en plus confiance dans ces périodes-là, dans l'information professionnelle. On est en léger recul aussi. Vous le voyez, les années précédentes étaient des années marquées par la crise sanitaire aussi, par l'élection présidentielle, la guerre en Ukraine. Forcément, ça donne un regain de confiance en général dans l'information professionnelle, mais rien d'alarmant. On a quand même plus de 7 Français aujourd'hui sur 10 qui font d'abord confiance à l'information professionnelle. Batterie d'affirmation qu'on pose aussi chaque année. Vous aurez le détail évidemment sur le rapport. Assez peu d'évolution sur ces indicateurs-là. J'en noterai 2. Le premier, vous le voyez, c'est la 3e phrase en partant du haut. Le journalisme est indispensable dans une société démocratique. On est en léger recul. Donc on était à 80, vous le voyez sur la petite courbe l'année dernière. 79% des Français partagent cette position, de ce lien un peu identitaire au sens noble du terme entre le journalisme et la démocratie. On était à 84% il y a 2 ans. Donc quand même une petite baisse sensible, latente de 5 points sur ces dernières années, sur ce caractère et ce lien très fort entre la démocratie et le journalisme. Deuxième élément intéressant aussi sur ce slide, c'est l'avant-dernière phrase. Une information de qualité se paie, elle n'est pas gratuite, je pense qu'on aura l'occasion de la commenter. 39% des Français partagent cette affirmation. On était à 35% l'année dernière, une augmentation de 4 points sur cette information de qualité qui doit se payer. Autre petite question barométrique, le journalisme devrait-il selon vous être en priorité? Un intermédiaire, une médiation entre pouvoir et contre-pouvoir, ça reste le premier item partagé par les Français à hauteur de 46%. D'entre eux, on était à 50 l'année dernière, donc légère baisse sur cet item-là, un contre-pouvoir au même titre que les syndicats, associations ou organisations professionnelles, partagé par 23%, et un 4e pouvoir au même titre que le Parlement, le gouvernement ou la justice. C'est un item qui est partagé par 14% des Français, en hausse de 5 points quand même par rapport à l'année dernière. Enfin, je crois, dernier élément barométrique, mais qui est intéressant évidemment dans le cadre du focus réalisé cette année, diriez-vous que vous avez totalement ou pas confiance dans le traitement journalistique des différentes thématiques proposées? Vous le voyez, le sport, c'est le terrain de confiance plébiscité dans l'opinion, puisque 78% des Français font confiance dans le traitement des journalistes en ce qui concerne le sport. Vous voyez, en toute fin de classement, la vie politique, c'est 41, donc on est quasiment à 1 x 2 entre le sport et la vie politique. Vous avez un top sport, culture, santé, et notamment surtout sport et culture, et un flop en bas de classement, vie politique, questions internationales et économie pour ces terrains de confiance du traitement journalistique dans l'opinion. Notre focus annuel, le journalisme et le sport, avec une première batterie de questions. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour qu'on puisse discuter ensuite ensemble sur le rapport à l'actualité sportive. De manière générale, est-ce que vous vous informez sur le sport et son actualité très régulièrement, souvent, rarement? On a en gros une France coupée en deux dans son rapport à l'information sportive, avec, vous le voyez, 22 et 23% de Français qui s'informent globalement régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, et une autre partie de cette France, 35 et plus 20%, qui s'informent soit rarement, soit jamais. Donc en gros, 45% s'informent régulièrement, 55% de l'opinion ne s'informent pas régulièrement, voire jamais, sur l'actualité sportive. Vous avez tout le détail ici, peut-être un élément intéressant, vous allez le voir, le sport, et notamment le foot, on le verra un petit peu plus tard, ça reste un élément qui est assez transgénérationnel, transclasse, voire transpartisan, mais encore très genré. 61% des hommes s'informent régulièrement sur le sport, contre seulement 30% des femmes.
le type d'information qui est souhaité lorsqu'ils s'informent sur l'actualité sportive. Ce qu'attendent d'abord les Français, c'est les résultats des matchs et des compétitions à hauteur de 75%, puis les comptes rendus de matchs et de compétitions faits par les journalistes. Donc, comme un enseignement qu'on souligne régulièrement de ce baromètre, sport ou pas sport d'ailleurs, on attend une information utile, concrète et fact-checking. C'est en gros la même chose concernant le sport, une information d'abord factuelle, de retranscription des scores et de compte rendu. Pour quelles raisons vous informez-vous en matière d'actualité sportive ? D'abord parce que ça permet de rester informé des événements culturels majeurs dans le pays. C'est une réponse qui est donnée par 39% des Français, la première réponse. Ensuite parce que c'est une activité divertissante. Dans tout un tas de baromètres sociétaux et politiques, on mesure l'état de morosité globale et de l'état d'esprit assez anxieux et apathique de la société française. Là, justement, le sport, c'est aussi un terrain divertissant. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaite s'informer. Et enfin, en troisième position quand même, parce qu'il s'agit d'un sujet de conversation populaire et qu'on mène être informé. Là, c'est plutôt la partie lien social du sport. Ça reste un vecteur d'intégration dans la société française, d'en faire d'abord, de s'inscrire dans des clubs de sport, mais aussi de s'informer sur le sport pour pouvoir participer à des conversations et discussions dessus. Sans surprise, sur quel sport est-ce que les Français s'informent le plus ? D'abord, le foot, à hauteur de 51%. Donc là, on est vraiment sur un échantillon assez vaste de Français qui s'informent. Ensuite, le rugby à 32%. Vous le voyez, il y a on vous en a mis juste une ou deux disparités sur les régions. Forcément, le rugby est surreprésenté en région sud-ouest à hauteur de 48% contre 32% en moyenne. Mais c'est d'abord le foot, dans une majorité assez écrasante, devant le rugby, le tennis, le cyclisme, l'athlé, le hand, les sports mécaniques et le basket. Et ensuite, on passe sous la barre des 15%. Alors, forcément, là aussi, les sports sur lesquels on s'informe le plus, vous allez le voir, le football, c'est globalement transgénérationnel. 54% des 18-24 le suivent, 45% des 60 ans et plus. C'est moins de 10 points de différence. Les cadres s'y informent à 49%, les employés ouvriers 55%. On est aussi dans des scores et des différences qui sont très, très résiduelles. Sympathisants de gauche, pour l'anecdote, 53%, sympathisants de droite, 56%. En revanche, effectivement, ça reste genré. Les hommes sont 63% à s'informer sur le foot, les femmes 37% quand même. Est-ce que les Français ont un sport qu'ils suivent tout particulièrement ? Donc on leur a d'abord demandé s'ils suivaient l'actualité sportive en général, mais est-ce qu'ils suivent un sport en particulier ? 41% de ceux qui suivent l'actu sportive répondent « oui, je suis un sport en particulier ». Et forcément, parmi ces sports suivis en particulier, c'est à nouveau le football qui sort en premier à hauteur de 43%, loin devant le rugby. On avait à peu près 25 points, je crois, de mémoire de différence entre le foot et le rugby quand on interroge de manière générale la population sur les sports qu'ils suivent. Quand on s'intéresse à ceux qui suivent un sport en particulier, vous voyez, les écarts sont encore plus grands et la disparité est un petit peu différente, puisque là, le foot met plus de 30 points au rugby sur le classement, évidemment, des sports qu'on peut suivre aussi au quotidien, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les sports. Parmi les mots suivants, lesquels caractérisent le mieux le traitement médiatique par les journalistes de l'actualité sportive, intéressant, on vous a mis tous les items d'abord avec un fond bleu qui sont des items positifs. C'est rare dans les enquêtes d'opinion dans la société française notamment qu'un certain nombre d'items et d'évocations spontanées premières soient des évocations positives. Ça n'arrive même jamais, notamment dans les études politiques, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose assez surprenante. C'est un traitement qui est considéré comme intéressant, passionné, utile, accessible, qualitatif et original, et quand même, effectivement, pour 18% des Français, parfois agaçant et inintéressant. En gros, on est à hauteur de 60-40 sur les items positifs et les items négatifs. Donc un traitement qui est très majoritairement considéré comme positif. Aujourd'hui, de manière générale, diriez-vous que les journalistes de sport sont neutres et qu'ils n'affichent pas leurs préférences ? C'était un volet qu'on avait voulu effectivement introduire dans ce baromètre-là, sur cette thématique journalistes et ou supporters. 35% des Français répondent que oui, les journalistes de sport sont neutres et qu'ils n'affichent pas leurs préférences. 51%, donc plus d'un Français sur deux, répondent non. Aujourd'hui, les journalistes ne sont pas neutres et ils affichent leurs préférences. Quand on leur demande s'ils
ils regrettent ça, c'est-à-dire est-ce qu'ils doivent être neutres et ne pas afficher leurs préférences? Les Français nous disent oui. Les journalistes de sport doivent être neutres à hauteur de 76%. Les 3/4 de la population française aujourd'hui exigent, en tout cas théoriquement, en déclaratif, des journalistes de sport qu'ils soient neutres. Sauf quand une équipe ou un athlète français ou une équipe nationale joue, 45% des Français cette fois nous disent « j'attends des journalistes qu'ils soient supporters et qu'ils montrent leurs préférences pour l'équipe ou l'athlète français ». 37% des Français restent sur une position de neutralité ou de non-affichage des préférences. Et vous le voyez, on vous a mis une petite courbe en bas. C'est une courbe sur la fréquence d'information sur le sport et sur l'actualité du sport. Donc ceux qui s'informent très régulièrement sont 65% à espérer et à vouloir des journalistes qu'ils affichent leurs préférences. Donc un rapport évidemment beaucoup plus passionnel de ferveur. Et ceux qui ne s'informent jamais ne sont que 23% à ne pas exiger de neutralité. Donc là, on a une contradiction. Dans les études d'opinion, on essaye toujours de lire les contradictions qui sont induites ou insidieuses dans les réponses des enquêtés. Là, pour le coup, elle est parfaitement assumée, puisqu'en l'espace de 3 questions, les Français retournent globalement leur position et ne souhaitent pas de neutralité de manière explicite quand une équipe, à hauteur de 45% évidemment, mais quand une équipe française est en jeu. Alors une question qui a pas mal été commentée dans l'espace médiatique ces derniers jours, l'impatience vis-à-vis des Jeux olympiques et paralympiques. Attendez-vous les événements suivants avec impatience ou pas d'impatience? Les Jeux olympiques sont attendus par 37% des Français avec impatience, les paralympiques à hauteur de 30%, donc en gros un petit peu plus d'un tiers aujourd'hui. Ce terrain a 1 mois d'ancienneté, on aura l'occasion d'en discuter. Certains diront que c'est un score faible, d'autres que c'est un score plutôt encourageant, mais aujourd'hui, un peu plus d'un Français sur 3 attend avec impatience les Jeux Olympiques, forcément dans un climat médiatique d'olympisme anxiété où l'essentiel des commentaires se font sur les craintes renouvelées ces derniers jours avec les menaces d'attentats. C'est un score qui peut paraître peu surprenant. Une dernière question sur les attentes vis-à-vis du traitement médiatique des Jeux Olympiques. Qu'attendent les Français du traitement médiatique par les journalistes des Jeux? C'est d'abord qu'ils leur partagent l'ambiance dans et en dehors des stades, à hauteur de 52%, donc un partage de la ferveur et de la passion qui devrait se dégager de ces Jeux. Et en deuxième réponse, là aussi citée par plus d'un Français sur 2, 52%, qu'ils leur délivrent une information claire et détaillée sur les différentes compétitions, parce que c'est un moment de confrontation et des disciplines évidemment auxquelles l'opinion est parfois peu habituée. Dernière question sur l'équilibre des genres dans le journalisme de sport qu'on a introduite aussi cette année. À l'avenir, souhaiteriez-vous voir davantage de femmes dans ce métier? 36% des Français nous répondent oui tout à fait, 39% nous répondent oui plutôt, ce qui nous fait un sous-total à hauteur de 75%. Aujourd'hui, les 3/4 des Français souhaitent voir davantage de femmes faire ce métier. Là aussi, la discussion peut être ouverte. Est-ce que ces 75% sont à une majorité écrasante dont on peut se satisfaire? Est-ce qu'on regarde au contraire le rouge? Vous le voyez, le non à hauteur de 9%, qui, additionné aux non-réponses, c'est-à-dire ceux qui ne se prononcent pas, font un sous-total de 25%. Ça nous fait les 3/4 contre 1/4, ce qui peut aussi être inquiétant forcément pour certains. Mais voilà ce que nous disent les Français sur cet équilibre des genres souhaité. Et enfin, je crois que c'est vraiment la dernière question et je passe la parole. Seriez-vous prêt à payer pour avoir accès à des contenus sportifs en direct à la télévision ou à des contenus d'analyse et d'information sur le sport, quel que soit le support? 22% des Français nous répondent oui pour les contenus sportifs à la télé. Parmi ceux qui s'informent régulièrement sur l'actualité sportive, on monte à 41%, donc 2 fois plus que la moyenne. 16% des Français sont prêts à payer pour des contenus d'analyse quel que soit le support. On est à 30% parmi ceux qui s'informent régulièrement, là aussi, le double. Voilà, et c'était bien la dernière question. Merci. Merci Adrien pour cette présentation extrêmement intéressante. Il y a plusieurs éléments saillants sur lesquels on va revenir, mais d'abord, à l'heure où il y a de la défiance, du rejet envers les journalistes, parfois, on l'a vu, de la violence qui s'exprime, il y a 2 chiffres extrêmement intéressants, encourageants, rassurants. Les 85% des sondés qui répondent que le métier de journaliste est utile, et puis cette confiance qu'il y a dans le journalisme sportif, 78% de taux de confiance. Alors, est-ce que d'abord ça vous rassure en tant que journaliste, en tant que patron, dirigeant, de savoir qu'aux yeux des Français, on a encore besoin de nous?
Florent Latrive. Alors, oui, Radio on a France. besoin de nous, mais le problème, c'est que c'est le mot utilité. C'est-à-dire l'utilité nous oblige, mais derrière, évidemment, il y a des preuves d'amour. Donc, on peut trouver qu'un train est extrêmement utile pour aller d'un point A à un point B. Évidemment, si le train, la clim ne marche pas, qu'il est en retard et qu'il y a des papiers gras ou des chewing-gums sur les sièges quand on s'assoit, ça ne va pas. Et c'est vrai que dans l'étude qui a été faite, il y a des choses qui sont encourageantes, y compris sur la confiance. Il y en a qui sont plutôt effrayantes. C'est-à-dire que plus de la majorité des Français sondés, en l'occurrence, disent qu'ils n'ont pas confiance dans l'information sur la vie politique. C'est un chiffre qui est énorme. On a les élections européennes en juin. L'item qui était au-dessus, c'était sur les enjeux internationaux. On voit les enjeux autour sur la géopolitique, sur la guerre. Le fait que les Français disent d'un côté à 85% que le journalisme est utile, mais de l'autre, sur des objets aussi essentiels, disent qu'ils n'ont pas confiance dans le journalisme qui est produit, moi je trouve ça très inquiétant. Alors on ne le découvre pas, on sait, on y est confronté, on essaie tous d'y travailler, mais je pense que cette étude, elle est à la fois rassurante parce que vraiment elle nous oblige, et c'est un mot que je trouve important, c'est elle nous oblige parce qu'il y a une demande de journalisme, il y a une demande de traitement, il y a des choses et il y a des choses où on ne répond pas à cette demande, où on ne satisfait pas l'attente qui est faite par le public. Cyril Petit. Oui, peut-être juste pour rentrer un peu dans les détails, puisqu'on peut tout mettre et rien mettre derrière l'utilité. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Si on regarde un peu dans le détail, ce qu'ils attendent de nous, c'est de l'info. Et c'est un peu bête de le dire comme ça, mais je crois que parfois, nous-mêmes, on a oublié ce mot qui est quand même au cœur de notre métier. On le voit parfois, la surenchère des opinions, en tout cas en déclaratif, les Français ne s'attendent pas à ce qu'on soit le relais des opinions. Ils veulent en premier lieu qu'on leur donne des informations. Les révélations, ils en veulent, mais c'est pas ce qu'ils veulent non plus en premier. Ils veulent d'abord des informations, je me répète. Et même sur tout ce qui est divertissant, alors il y a un truc contre-intuitif entre d'un côté quand on leur demande s'ils veulent du divertissement, c'est pas ce qu'ils veulent en premier, mais quand on fait item par item, on se rend compte que le sport et la culture, en tout cas ils ont plus confiance en nous sur ces questions-là. Et donc voilà, la question de l'information pratique, de l'information utile, de l'information du bout du monde, mais aussi du coin de sa rue. Voilà, je défends ici la presse locale notamment. Voilà, ça prouve que je crois que cette utilité, elle existe quand elle est incarnée, quand elle est réelle et pratique. Oui, les Français attendent des informations qui sont utiles au quotidien, mais quand on leur demande en premier qu'est-ce qu'ils attendent de la part des journalistes aujourd'hui, ils répondent la distinction entre les vraies informations et les fake news. Et ça, depuis quelques années, pour nous, ça a quand même changé la façon dont on exerce notre métier. Frédéric, est-ce que ça a changé la façon dont vous travaillez depuis quelques années, l'essor des fausses informations, des fake news comme on les appelle? Oui, effectivement. On a une crise de confiance avec nos audiences. On sent qu'il y a une attente de crédibilité, d'aller sur ces questions des fake news. Et donc, nous, on a développé des services, des gens qui travaillent spécifiquement là-dessus. Pour autant, si c'est un travail quotidien, il y a des moments aussi où c'est difficile parce qu'on est attaqué sur ce terrain-là. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Hier, une vidéo fausse avec le sigle RFI a été postée sur les réseaux sociaux. Donc c'est parti d'un site russe. Et puis ça a été retweeté sur Telegram, partagé. Et cette vidéo, en fait, expliquait que des soldats ukrainiens venus se faire soigner en France venaient avec la tuberculose et donc vecteurs de propagation de l'épidémie qui menaçait l'Europe, etc. On a passé la grande partie de la journée à débunker ça, à essayer d'expliquer à nos publics, de dire stop, il faut arrêter la viralisation de cette chose-là. Et il faut qu'on démontre que ce reportage est faux. Donc en appelant le ministère de Santé des Armées pour savoir combien de soldats ukrainiens venaient en France, s'ils avaient bref. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, moi, mon souci, c'est qu'on passe beaucoup de temps à essayer d'aller contre ces fausses informations, alors que notre boulot, c'est de donner de la vraie information.
Et donc, on perd un temps infini à courir après ceux qui nous attaquent, en fait, tout en essayant à chaque fois de recréer la confiance pour plus de crédibilité. Donc, c'est une position qui est assez inconfortable. Et quand on est la cible de cette guerre informationnelle aussi, c'est pareil pour France 24, hein, qui est victime de deepfake. Voilà, ça complique encore plus notre organisation de travail au quotidien, si on veut que le public ait confiance. Parce qu'une fausse information circule beaucoup plus vite qu'une vraie. Michel, sur l'évolution de notre métier. D'abord, c'est rassurant de voir qu'il y a quand même une forme de journalisme qui plaît aux gens, c'est le journalisme sportif. Et c'est vrai que dans le journalisme sportif, on ne conteste pas le tableau d'affichage. Dans le journalisme politique, on conteste toujours le tableau d'affichage. C'est déjà un point de départ où on ne reconnaît pas les faits. En sport, on reconnaît les faits. En politique, il n'y a jamais de perdants aux élections le soir des résultats. Bon, c'est anecdotique, mais c'est significatif aussi. Et je crois qu'on est noyé entre... la distinction manque souvent entre les faits, qui est notre métier, relater des faits, et commenter les faits. Et aujourd'hui, on est abreuvé de commentaires, en particulier sur les chaînes infos, qui font que du commentaire et très peu d'infos. Et donc, le fait d'être saoulé par les débats fait qu'à un moment donné, les gens peuvent en avoir marre, ne plus y croire. Et la responsabilité est partagée. Elle ne vient pas que des médias, elle vient aussi des politiques, pour ce qui est du politique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on le voit aussi au moment des élections, car les jeunes votent de moins en moins, il y a de plus en plus d'abstention, donc il y a un désintérêt de la vie politique, et c'est quand même ça qui est fondamental dans la vie quotidienne de tout le monde. Donc remonter la pente de la crédibilité de l'information politique est vraiment indispensable. C'est pas facile, et c'est encore plus compliqué, comme vous venez de le dire, avec maintenant la pollution des fake news, et passer que les rédactions passent une grande partie de leur temps à dépolluer avant de pouvoir faire leur travail de base. Pascal, et comment aussi expliquer que le journalisme sportif, pour rebondir sur ce que vient de dire Michel, échappe à la défiance envers le journalisme en général? Oui, je pense que Michel a raison. Un tableau d'affichage, ça ne se trompe pas, en principe. Je pense aussi qu'on manie, quand on est dans le sport, une matière qui est plutôt positive, avec de l'émotion, qui est moins sujette à controverse. Alors, bien sûr, on peut contester les décisions de l'arbitre, et ça nourrit de nombreux débats sur les chaînes de sport, mais on est quand même sur une matière qui est censée susciter de l'émotion, véhiculer des valeurs plutôt positives, ce qui épargne aux journalistes de sport, effectivement, un certain nombre d'accusations ou un manque de confiance de la part du public. Je dis juste, avant de reparler de sport, c'est vrai que ça m'attriste un petit peu que dans le sondage, on voit que sur les enjeux internationaux, le public a du mal à avoir confiance dans les journalistes. Quand on voit les risques que prennent les reporters en allant sur les terrains de guerre, c'est un peu rageant que ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux vienne détruire la réputation de reporters qui risquent leur vie pour informer le public. Justement, Adrien, est-ce qu'il vous explique, les sondés, pourquoi il y a cette méfiance en ce qui concerne la politique? Ça, on peut l'entendre, mais sur les questions internationales? Non, j'ai pas d'explication claire. Je pense que ces dernières années, les questions internationales ont été très entremêlées aussi à des questions de politique nationale. Et du coup, on pâtit aussi de cet ensemble d'imaginaires, on en parlait tout à l'heure, d'état d'esprit, autour des questions politiques et donc des questions internationales, qui sont des imaginaires d'anxiété, de contestation de leur neutralité, de contestation de la véracité des informations, etc. Donc j'aurais tendance à l'expliquer comme ça. Moi, ça me frappe sur la question du sport versus les autres matières. Je pense que le sport, c'est une discipline où on a besoin d'un adversaire. En fait, on ne veut pas annuler l'adversaire. On a besoin d'un adversaire pour jouer. Et quand bien même on est un supporter absolu d'une équipe, une équipe toute seule, elle ne peut pas jouer. Elle a besoin d'un adversaire. Et en fait, on est aussi dans une société où il y a de plus en plus de domaines où on ne veut pas d'adversaire. On a un ennemi qu'on veut annihiler. Je pense que on n'aura pas le détail, le sondage ne le dit pas. Sur les enjeux internationaux, je pense que la situation au Proche-Orient est une situation qui plombe énormément le regard sur cette question-là. Partiellement, je pense, sur l'Ukraine, mais beaucoup sur le Proche-Orient. Dans la vie politique, c'est extrêmement clair. On a une vie politique qui est presque sur un mode américain maintenant, extrêmement polarisée. Donc personne ne veut jouer sur le même terrain que les autres. Et je pense que c'est aussi un des enjeux finalement du journalisme en général, c'est comment on fait pour retrouver un débat
où les adversaires ont leur place, où on peut débattre sans forcément vouloir annuler l'autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la décision du Conseil d'État il n'y a pas très longtemps sur CNews, qui a remis une sorte de grenade au milieu de tout l'audiovisuel aujourd'hui, où on est en train de se demander s'il va falloir compter la couleur des maillots de tous les invités qui vont passer. Mais en fait, ça a le mérite quand même de poser une question assez fondamentale. C'est aujourd'hui, on est sur une pente où on a beau dire, sauter sur la scène en disant qu'il ne faut pas de télé d'opinion en France. En fait, la pente naturelle, ce sont des médias qui s'orientent vers des médias avec des couleurs extrêmement fortes parce que la société se polarise. Et donc, même par un jeu d'invités qui refusent d'aller à tel ou tel endroit, on se retrouve avec des chaînes qui sont poussées vers leur pente la plus naturelle. Donc, moi, je pense que c'est un des défis majeurs aujourd'hui. Et moi, je n'avais pas pensé comme ça sur le coup, mais je pense que l'enseignement sur le journalisme sportif nous donne les clés pour regarder le reste du terrain, en l'occurrence. Est-ce que vous ressentez aussi en presse écrite, Cyril ? Oui. Alors peut-être, pardon de ne pas répondre complètement à la question, mais juste une petite observation dans ce qu'on voit et ce qu'on peut-être avant de passer ensuite au sport. C'est j'ai regardé moi précisément les jeunes, s'il y avait des spécificités autour des jeunes sur les questions générales, puisque je crois que il y a un état d'alerte global qu'on doit se poser. C'est comment que la future génération et la génération actuelle s'informe, non pas d'un coup en se mettant à acheter Le Monde ou Ouest France tous les jours en version papier parce qu'on sait que c'est pas ça qui marchera, mais comment nous journalistes aussi on est capable d'aller chercher les plus jeunes et pas l'inverse. Sur l'utilité, alors un gros satisfait entre guillemets, parce que 90% des 18-24 reconnaissent l'utilité du journalisme, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai regardé sur la slide où on demandait aux Français comment ils s'informent. Est-ce qu'ils s'informent via les médias traditionnels ou est-ce qu'ils s'informent via des infos relayées par leurs proches et notamment sur les réseaux sociaux? Là, on a une grosse différence puisqu'on est à 12% sur l'ensemble du panel et à 21% sur les plus jeunes. Donc on est exactement aussi dans le danger qu'on évoque sur comment les enfants se propagent sur les réseaux sociaux. Et puis si tu m'autorises une petite parenthèse sur l'information et son modèle économique. Alors je suis ici le seul représentant d'un média privé mais néanmoins associatif, je tiens à le rappeler, Ouest France n'a pas d'actionnaire. Et donc est-ce que pour garantir notre survie aussi à nous, les gens sont prêts à payer pour l'information? Alors on voit que ça augmente. En revanche, si on va sur les plus jeunes, en gros 49% des 65 ans et plus pensent que l'info doit être payante. Enfin, en tout cas, que l'info ne doit pas être seulement gratuite et donc qu'elle se paye. Si on va chez les plus jeunes, les 18-25 ans, on retombe à 31%. Donc voilà, l'enjeu et notre avenir, pour toi qui est aussi dans une chaîne privée, même si par définition, c'est pas tout à fait le même modèle économique, c'est un sujet important et sur lequel je voulais aussi qu'on insiste. Et donc, j'ai pas du tout répondu à ta question. Voilà. Sûr. mais Pascal va le faire. C'était ma question, c'était ma réponse. Et alors, peut-être que contrairement à la télévision, la presse écrite, il y a moins cette pression des téléspectateurs qui remettent en cause les informations qu'ils voient à la télévision. On reçoit quand même beaucoup de courriers. Oui. Et le rôle des médiateurs, nous on en a un, France Télévisions notamment, Radio France, il manque des médiateurs dans les médias et il manque des médiateurs spécifiquement dédiés aux réseaux sociaux dans les médias, même si je crois que France Télé est en train de préparer la création de ce poste. À quelques semaines des JO, Via Voice a demandé aux Français et aux Françaises s'ils attendaient les Jeux Olympiques avec impatience. Et en fait, ils sont seulement 37% à répondre oui. Est-ce que ça vous inquiète en tant que diffuseur, Pascal ? Je vais faire une confidence. On a commenté en comité de direction, à la direction des sports de France Télévisions, les résultats du sondage et le directeur des sports dit « mais non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ». Donc, alors, vous mentez, Adrien. Donc, plus sérieusement, je pense que celles et ceux qui... C'est ça. Non, mais celles et ceux qui suivent les événements sportifs les uns après les autres savent que le public il va s'enthousiasmer pour l'événement lorsque l'événement arrive. Tant qu'il n'a pas commencé, on ne s'enthousiasme pas. On dit rarement « la Coupe du Monde, c'est dans 3 mois, qu'est-ce que je suis impatient ». En revanche, toute l'information qui va pouvoir être distribuée autour de la préparation de l'événement, on se souvient de tout ce qui a pu être dit, écrit, montré avant la Coupe du Monde au Qatar,
C'est le cas sur des Jeux Olympiques qui se déroulent dans un pays où les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés, dans des pays où l'environnement n'a pas forcément non plus été respecté pour que des Jeux Olympiques s'organisent. Là, on est en France, on voit bien que les thèmes sur la sécurité de la cérémonie d'ouverture, sur les conditions financières, sur qui a payé quoi, c'est ça qui domine aujourd'hui. Donc, nous, France Télévisions, on n'est pas trop inquiets. On pense que pour le coup, quand les Jeux commencent, il y a une magie qui existe. La France entière se passionne pour le tir à la carabine à 10 mètres. C'est comme ça. C'est la seule fois où on s'intéresse. Redécouvre des sports. Exactement. Et on sait que l'importance des victoires ou des performances des Français, ça c'est sûr. Mais le fait que le public ne nous enthousiasme pas à 3, 4, 6 mois de l'événement, on n'est pas très très surpris. Non. C'est toujours comme ça, Michel? Merci d'avoir parlé du tir à 6 mètres, parce que ça sera à Châteauroux. Et en fait, ouais, je trouve qu'en France, on est champion du monde de la réussite au dernier moment. Et tous les grands événements sportifs qui sont déroulés en France, ça a marché, mais à chaque fois, jusqu'à 8 jours avant, c'était une catastrophe, ça ne marchait pas. Enfin, on aime bien, c'est dans notre état d'esprit, quoi. Et puis il y a des réalités aussi, mais c'est vrai que je suis assez confiant sur la réussite au dernier moment des Jeux Olympiques, en espérant qu'il n'y ait pas d'acte de terrorisme, évidemment. Mais tout le reste, je pense que ça marchera bien, comme le championnat du monde la Coupe du monde de rugby a bien marché, la Coupe du monde les Coupes du monde ont bien marché, ça a toujours bien marché, mais toujours avant, c'est précédé de ces nouvelles un peu alarmistes de grincheux qu'on est, quoi. Voilà, et on est aussi champion du monde des grincheux, et ça se retrouve dans ce sondage, et je crois que l'intérêt, quand on va découvrir vraiment, l'avoir sous les yeux, les Jeux Olympiques, tout le monde va être très heureux et assez fier de ça, quoi. Oui, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore assez palpable quand il y aura l'arrivée des départ de la flamme. Il y a un point positif, parce qu'on parle beaucoup des Jeux Olympiques, pas encore assez des Jeux Paralympiques. Et on sait qu'il y a un vrai enjeu aussi autour des Jeux Paralympiques pour faire découvrir les disciplines au public français, pour encourager aussi les personnes en situation de handicap à pratiquer le sport. C'est un gros enjeu. Le fait de voir que dans le déclaratif, en tous les cas, 30% des gens sont impatients de découvrir les Jeux Paralympiques, c'est plutôt encourageant. Je pense que le comité olympique aimerait bien que ça se traduise aussi dans l'achat des billets. Où je vous encourage à aller sur le site de Paris 2024 pour assister aux épreuves des Jeux Paralympiques, parce qu'il reste beaucoup de place. Cyril ? Non, je vais faire une double réponse et m'auto-contredire. Moi, je trouve que 37%, c'est pas si mal. Sincèrement, là, on est quand même dans la phase de les nuisances des JO, les problèmes que ça peut créer, etc. Donc, moi, je trouve que c'est pas un si mauvais chiffre que ça. Si on regarde la différence Paris-Province, je crois qu'on est à 42% des Franciliens qui les attendent. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif. Et enfin, et c'est là peut-être pour mettre un peu de piment, peut-être que dans ces 37%, il y en a aussi beaucoup qui les attendent avec impatience, parce que plus vite ils commenceront, plus vite ils s'arrêteront. Frédéric. Oui, juste pour dire à Michel qu'il n'y a pas que les Français qui ont ce genre de réaction. C'est vrai que nous, on l'a vu sur la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Avant la compétition, oui, est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir à tenir son pari ? Est-ce que les routes seront prêtes ? Est-ce que la billetterie fonctionnera, etc. En réalité, ça a été une très, très belle compétition. Ça a été un rendez-vous très réussi. Et nous, on a des auditeurs qui étaient vraiment au rendez-vous. Juste pour vous donner un exemple, on a créé une chaîne éphémère avec France 24 à cette occasion sur WhatsApp. Et on a eu en un mois 800 000 abonnés. Donc c'est vraiment, ça prouve l'engouement sur ce type de rendez-vous sportif. Ça rassemble, c'est positif, c'est chouette. Voilà, c'est pas franco-français, Florent Latrive. Non, moi j'ai pareil aucun doute sur le fait que il y a un effet retard. On le voit de toute façon autour de nous, mais chaque jour il y a une nouvelle inquiétude sur les JO. Donc là on nous annonce qu'il va y avoir une immense canicule. Enfin, voilà, c'est vraiment, on a l'impression que les grillons vont nous attaquer. Donc finalement, moi, je suis assez d'accord que 37% en fait c'est déjà énorme. J'étais même surpris que ce chiffre soit aussi élevé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se posent pas la question pour l'instant. Je parierais sur la flamme olympique pour réveiller un peu tout le monde et commencer à donner un peu d'élan sur l'événement. Oui, c'est ce que vous me disiez, Pascal, quand on a préparé ce débat. Il y a un élément du sondage, Adrien, qui a fait réagir la salle et qui vous a fait sourire. Quand on demande aux Français ce qu'ils attendent des commentateurs sportifs, ils attendent de la neutralité à 76%.
En revanche, quand on leur demande est-ce qu'il faut être neutre quand il s'agit d'un athlète français ou d'une équipe française, ah là, il y en a 1 sur 2 qui aimerait bien justement que les commentateurs sportifs soient dans le soutien justement à l'équipe ou à l'athlète français ou française. C'est un paradoxe assez amusant. Oui, c'est un paradoxe assez amusant auquel on pouvait un petit peu s'attendre quand même. C'est la particularité justement de ce terrain d'actualité-là, qui est l'actualité sportive, qui échappe à toute logique de, effectivement, de neutralité, de mise à distance des passions vis-à-vis des résultats, etc. Ce qui est vraiment, et ce que je disais un peu tout à l'heure, ce qui est très curieux, c'est que cette contradiction soit parfaitement assumée, donc parfaitement conscientisée par les gens. Dont près de la moitié, je crois que de mémoire c'est 46% des Français qui nous disent quand c'est une équipe ou un athlète national qui joue, là on met de côté cette neutralité évidemment qu'on attend vis-à-vis des journalistes politiques, d'enjeux internationaux, économiques, etc. Et place à la ferveur et à la passion, ce qui est aussi le charme effectivement de cette discipline-là. Qu'est-ce que vous dites, Pascal, vous, à vos commentateurs, à vos équipes Est-ce qu'ils doivent être commentateurs avant tout ou supporters ? Non, ils sont commentateurs. Ils sont là, alors, pour le coup, puisqu'on est sur France Télévisions, on s'adresse au plus grand nombre, avec un public qui n'a pas forcément l'habitude de suivre toutes les compétitions qu'on peut diffuser. Donc, être dans la pédagogie, être accessible, y compris à l'amateur qui ne connaît pas la discipline, faire preuve d'enthousiasme aussi, modérément. S'emporter, mais aussi d'être capable de dire lorsque ça ne va pas. Et parfois, le journaliste peut se faire critiquer aussi pour ça. On reçoit des messages des publics de supporters qui considèrent qu'on doit être derrière son équipe nationale et qu'on n'a pas le droit de la critiquer. Donc il faut toujours trouver le juste milieu pour être dans l'enthousiasme et dans l'émotion, parce que ça fait partie aussi du spectacle sportif, mais être capable de faire son métier de journaliste, même dans le commentaire en direct. Mais je laisse Michel... Non, je suis d'accord là-dessus. C'est vrai que quand on commande des compétitions entre équipes françaises, etc., donc on doit être d'une neutralité totale, si possible. Et ça n'empêche pas d'avoir de l'enthousiasme sur des actions spectaculaires. Après, quand c'est des équipes françaises qui jouent contre d'autres pays ou des athlètes contre d'autres pays, qu'il y ait un petit peu de soutien et d'enthousiasme supplémentaire à l'égard des Français en particulier, si ça va bien, ça fait partie du jeu, je crois, et tout le monde le comprend. Il y a pas de... après, il y a des limites à tout. Donc après, c'est un problème de limite. Le problème du direct, c'est qu'il n'y a qu'une prise. Donc voilà, on fait jamais un direct parfait. C'est même loin. On ne sait jamais parfait. C'est souvent imparfait. Il faut essayer d'être le moins imparfait possible. Et quand on a terminé un direct, on ressasse tout ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on n'a pas dit, etc. Parce qu'on est dans l'action et qu'on doit apporter. On ne doit pas décrire ce qu'on voit parce que sinon c'est pas la peine. Les gens n'ont pas besoin de nous. Il faut accompagner comme une légende sur une photo en fait, au fur et à mesure de l'événement. Et ça, c'est un travail très compliqué qui demande beaucoup de préparation. On n'utilise que 10% de ce qu'on a fait. Il faut le faire à bon escient. Enfin, tout ça est une mayonnaise passionnante à faire que j'ai eu la chance de faire pendant longtemps, mais qui est jamais parfaite. Et sur la neutralité, c'est fondamental en revanche de rester d'une certaine neutralité, sachant qu'on est dans des choses émotionnelles, mais sur l'évolution des compétitions entre équipes françaises, la neutralité s'impose pour les diffuseurs. Et est-ce que justement on comprend mieux ça quand on a eu comme vous les 2 casquettes de commentateur sportif et de patron de club ? Oui, mais quand on devient patron de club et qu'on était journaliste sportif, on croit qu'on sait. Et en fait, quand on est journaliste sportif, on croit qu'on sait, en général. Et quand on devient patron de club, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et donc, après, c'est utile, oui. Une fois, bon, j'étais patron de club pendant 7 ans dans le passé à Paris, et après, je suis devenu patron des sports à Canal. Et c'est vrai que ma vision du journalisme sportif a évolué grâce à l'expérience que j'ai eue en disant ayez un peu plus de retenue. Vous ne savez pas tout, même si vous savez beaucoup de choses, et vous croyez savoir des choses que vous ne savez pas. Donc ça demande une certaine mesure aussi dans la critique, qui ne veut pas dire qu'il faut que la critique soit juste. Là aussi, c'est un exercice difficile, mais essayez de vous informer au maximum et de pas il y a des situations dont on ne connaît pas dont on n'a pas toutes les clés et qu'on doit commenter, et donc ça demande un petit peu de savoir d'avoir la bonne distance dans ces cas-là. Adrien, je voulais réagir. Non, juste un mot, mais c'est ce que disait Pascal. Je pense qu'effectivement, cette absence de neutralité
requise ou en tout cas demandée par l'opinion sur le sport, c'est pas un blanc-seing, c'est vraiment une manière de vivre l'événement, et qui est aussi une manière, dans le cadre des jeux, de comprendre et de vivre des événements et des sports dont on n'avait pas connaissance une minute avant, quoi. On est beaucoup plus emporté, et je suis certain que les Français le vivront comme ça, par un commentateur qui nous fait vivre du tir à l'arc, alors même qu'on n'a aucune idée des règles, qu'un commentateur, pour le coup, parfaitement neutre, qui mettra tout à égalité. Je fais le lien avec ce qui était dit sur la culture, qui était le deuxième item où il y avait une confiance qui était affichée. En fait, je pense que dans un cas comme dans l'autre, le public d'ailleurs n'est absolument pas dupe qu'il y a une part de spectacle en fait dans les deux cas. Et donc il y a un espèce de contrat tacite en fait qu'il y a une part d'enthousiasme, il y a une part de plaisir. Et souvent, beaucoup des gens attendent qu'on respecte ça. En matière de critique culturelle, c'est un grand classique. On voit souvent les gens trouver absolument indigne qu'il y ait des critiques très négatives. Les gens s'en régalent aussi, c'est de très fortes audiences, etc. Mais souvent, c'est là qu'il y a les reproches les plus virulents. Mais comment avez-vous pu attaquer une œuvre comme ça, avec autant de méchanceté, quand bien même ils n'ont pas vu cette œuvre-là. Et je pense que c'est la même chose. C'est comme si tout d'un coup, on avait rompu un peu un espèce de contrat tacite, qui est où il y a un cadre, c'est du spectacle, on doit avoir une part de plaisir. Ça n'interdit pas effectivement la distance, donc c'est là qu'il faut trouver le chemin de crête. Mais on doit respecter cette espèce de cadre où il y a du plaisir. Cyril ? Oui, juste sur ce point, on parle évidemment du chauvinisme quand il s'agit des Bleus et de l'attente de neutralité quand on est notamment dans des compétitions qui font que des Français s'opposent. Dans le cas de la presse régionale, évidemment que nos lecteurs attendent que d'un côté nos journalistes soient plutôt défenseurs du FC Nantes si on est en Loire-Atlantique et que nos journalistes souhaitent qu'ils restent en Ligue 1. Néanmoins, ils attendent aussi que nos journalistes mettent les bonnes notes pas au sens satisfaisante, mais les notes que valent vraiment les joueurs. Donc il y a cette forme de dualité entre d'un côté on attend un journalisme engagé pour son équipe, mais de l'autre côté ça va se voir si le journaliste n'est pas assez compétent pour noter à leur juste valeur les joueurs. Et petite précision, dans tout le débat qui nous occupe, on a un phénomène qui, à mon avis, parfois brouille les pistes, c'est celui, et Michel en parlait, du commentaire du direct à la télévision. C'est-à-dire que je pense que le journalisme de sport, il y a d'un côté en effet le commentaire du direct et de l'autre côté il y a tout ce qui n'est pas le commentaire du sport en direct et pour lequel je pense que les attentes sont complètement différentes. Dès qu'on va sur l'enquête, dès qu'on va sur le décryptage, dès qu'on va sur l'analyse et donc je pense qu'on est vraiment sur deux mondes différents et que par sa puissance, le commentaire télévisuel peut être brouille un tout petit peu l'image du journalisme de sport. Est-ce qu'il y a plus de bienveillance envers les épreuves des Jeux Olympiques que lors du mondial de football ? Le football, c'est le sport fédérateur par essence, où il peut y avoir des débats enflammés, violents, ou des critiques acerbes envers les Bleus, alors que la compétition n'a pas encore commencé. Pascal ? Je pense qu'effectivement, le football, et on l'a bien vu dans les chiffres, c'est un sport à part. Oui. Avec un phénomène du supporterisme qui existe dans le football, qui existe dans quelques autres sports, mais qui atteint un niveau malheureusement parfois extrême, qui n'existe pas sur la majeure partie des épreuves qu'on va retrouver sur les Jeux Olympiques. Le public que vous allez retrouver à Paris au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pas un public de supporters au sens où on voit des milliers de personnes qui arrivent avec les banderoles, une culture du supporter exacerbée. On est sur soit les gens qui viennent partager une expérience unique, parce que les Jeux Olympiques, c'est unique, qui viennent supporter les athlètes de leur pays, partager, mais on n'est pas du tout dans la même logique. Donc c'est vrai que l'ambiance qu'on peut avoir sur une Coupe du Monde de football ou sur un Euro de foot, comme on va avoir là en Allemagne au mois de juin, ça n'aura rien à voir avec l'ambiance qui pourra régner dans les rues de Paris au moment des Jeux Olympiques. Michel. Oui, il y a des sports qui sont magnifiés par les grands rendez-vous internationaux, par exemple le handball.
l'équipe de France de handball qui est formidable, qui fait des finales, des titres en permanence. Quand ils sont en finale sur TF1, ils font 6 millions et le lendemain, les mêmes joueurs en championnat, et c'est même pas retransmis. Donc, il y a l'événement est plus fort que les sportifs eux-mêmes. C'est l'événement qui fait qu'on regarde quelque chose. Et les Jeux Olympiques, on va regarder, vous parliez du tir à l'arc tout à l'heure, et il y a plein de disciplines qu'on ne regardera plus jamais pendant 4 ans et qu'on regarde pendant les Jeux Olympiques parce que c'est les Jeux Olympiques et aussi parce que ce sont les meilleurs du monde qu'on voit là et parce qu'on est dans un contexte particulier. J'ai le souvenir d'une grande émotion sur le curling lors de jeux d'hiver où personne ne regarde jamais le curling. Et là, tout d'un coup, des bureaux entiers s'arrêtaient pour regarder des compétitions de curling. Oui, il m'est arrivé au jeu de Moscou il y a longtemps. Tu es à TF1 de commenter des disciplines comme le curling que j'avais jamais vu de ma vie avec un consultant spécialisé. Et j'étais étonné le lendemain que ma grand-mère a regardé. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, aux Jeux Olympiques, on regarde tout. On regarde tout, surtout quand c'est des horaires qui sont adaptés comme cette année. Et alors, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est très important et qui a un ressort absolument passionnant, spécifique aux Jeux Olympiques. C'est que c'est un moment d'apprentissage aussi du sport. Alors, des pratiques, des règles, des cultures qui vont avec, etc. Et moi, je trouve que c'est assez frappant à chaque fois. Et je pense qu'il y a, dans la part de l'attente du public et dans l'atmosphère de fête, il y a aussi cette gourmandise qui est une gourmandise, pour le coup, purement intellectuelle. Pas uniquement sportive, intellectuelle, d'apprendre des choses, d'apprendre des règles, d'être confronté à des savoirs et à des dextérités qu'on ne connaît absolument pas. Et de découvrir des histoires de champions qui nous étaient inconnues et qui ont des histoires fantastiques. C'est un métier qui est encore largement dominé par les hommes. Et dans le baromètre Via Voice, on voit que de la part des Français, des Françaises qui ont été sondées, il y a une envie à 75% que parmi les commentateurs, il y ait plus de commentatrices. 75%. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est un chiffre très important? En même temps, il y a 25% de gens qui disent bon, bah, ça peut rester comme ça, c'est pas grave. Là-dessus, Frédéric. On est attendu là-dessus quand même. Moi, c'est ce que je retiens. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent qu'il faut que ce soit plus féminin. Et ils ont raison. Et je dois dire que je ne suis pas très complètement à l'aise là-dessus parce que dans notre rédaction, par exemple, on a encore des gros progrès à faire. Je le dis. Enfin voilà, notre service des sports, il n'y a que des hommes. Ça fait mal, hein. Et je vous le dis, ça me fait mal. Alors, on essaye de faire des efforts, c'est-à-dire. Mais comment vous l'expliquez, ça? Alors, je pense qu'il y a une question. Alors, même en termes de mobilité interne, par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des questions de police justice, puis qu'il y a un jour des journalistes qui viennent me voir, puis qui me disent bon, moi, je ferais bien de la culture maintenant. Et ben, j'ai peu de femmes dans la rédaction qui tapent à la porte pour dire moi je voudrais bien faire du sport. Ça passe pas, ça marche pas. Ceux qui nous sont proposés ou les jeunes consoeurs qui viennent taper à la porte en disant vous n'avez pas un stage, vous n'avez pas un petit CDD, des piges, etc. Elles sont pas nombreuses. Donc il y a clairement on doit être plus offensif, on doit être plus proactif sur ces questions. Donc là, on a essayé par exemple de faire appel à des consultantes pour les JO, pour compenser un peu tout ça. On a une émission de foot qui est présentée par une femme. Mais c'est un peu la vitrine. Derrière, on a une équipe entièrement masculine. Et je suis un peu désolée de le dire comme ça. Hein. Voilà. Alors, à Radio France, c'est vrai que la patronne des sports, Nathalie Iannetta, est une femme. Le service, lui, est majoritairement masculin. En revanche, là, alors c'est avec une autre casquette, mais je suis enseignant en école de journalisme. Et je suis frappé de voir depuis quelques années qu'il y a toujours dans les promos de jeunes journalistes, il y a toujours des gens qui sont très marqués avec l'envie de vraiment faire du journalisme sportif. Depuis quelques années, je constate que c'est à peu près équivalent entre les hommes et les femmes sur ce terrain-là. Ce qui m'a frappé, que j'ai trouvé assez nouveau. Il y a là, là à côté, sur les stands, il y a une association de journalisme sportif féminin. Donc je pense que c'est un mouvement qui est vraiment enclenché, quoi. Et je pense que le mouvement est vraiment enclenché aujourd'hui. Michel. Oui, Nathalie Iannetta, je l'ai eu avant à Canal au sport aussi, et j'avais à l'époque voulu essayer de commencer à féminiser, mais on parlait d'être très loin parce qu'elle était la seule, et donc j'ai engagé Judith Soula pour le rugby,
pour commenter le rugby, pour être au bord du terrain au rugby. Et au début, ça a créé, le monde du rugby était un peu rugueux à cette idée-là, et ça a très très bien marché. Et elle est devenue depuis une spécialiste du rugby. Enfin, elle était déjà spécialiste du rugby. Mais c'est vrai que vous dites, aujourd'hui, c'est très bien qu'il y ait une vraie envie, un engouement auprès des journalistes femmes d'être journalistes sportives. Mais il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui venaient nous demander d'être journalistes sportives. Donc, ce n'était pas aussi évident que ça. Il y a encore du chemin à faire. Il y a un souhait des gens de voir une forme de parité dans ce domaine. Et c'est très bien, quoi. Alors, Cyril, je crois que vous considérez que ce chiffre des 75% n'est pas si encourageant que ça. Moi, alors, je me suis permis, Adrien va peut-être dénoncer ma méthode, mais je me suis permis de considérer les gens qui ne voulaient pas répondre à cette question comme des gens qui pensaient non. Voilà, donc j'ai fait 16 plus 9, je suis arrivé à 25. Voilà, je trouve que 25% des gens qui ne disent pas oui à la question faut-il plus de femmes journalistes de sport, j'ai trouvé ça un peu inquiétant. Alors d'ailleurs, si on regarde là aussi la répartition par genre, je crois qu'on est autant, c'est 75% les hommes et 75% les femmes. Et il y a une autre petite slide avec une question qui n'a pas été évoquée tout à l'heure. Quand on demande aux gens quel type d'actualité sportive ils suivent, le sous-total régulièrement ou souvent, c'est 42% l'actualité sportive masculine, 33% l'actualité sportive locale, 30% l'actualité sportive féminine et 19% l'actualité handisport. Donc voilà, donc j'allais dire que tout ça est aussi cohérent. Je me suis amusé à aller regarder le nombre de licenciés EES dans les fédérations sportives en France en 2022, on est à 38%. Donc je pense que c'est un mouvement global de la société qu'il faut enclencher et que nous, médias, nous devons aussi porter. Le service public le fait très largement en rediffusant de plus en plus de compétitions féminines. Et puis, il y a aussi la façon dont on en parle. Souvenez-vous, il y a quelques années, et ça on l'entend plus du tout à la radio, notamment de service public, qui est celle que j'écoute, c'est à un moment, on parlait du football féminin. On ne parle plus du football féminin. On parle des championnats féminins de football. C'est pas un détail. C'est-à-dire que le football, c'est le même pratiqué par les hommes et les femmes, mais il y a des championnats pour les hommes et les femmes. Comment dirais-je, le pas ensuite qu'il faut qu'on fasse, nous, médias, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle de la Ligue 1, sous-entendu celle des hommes, mais on précise la Ligue 1 féminine. Alors, on ne pourra pas enlever Ligue 1, on pourra pas enlever, Ligue féminine à la Ligue 1, mais peut-être que, est-ce que demain, il faudrait dire la Ligue 1 masculine? Voilà, je pose la question. Il n'y a plus féminine, c'est un sponsor à la place. C'est Arkema maintenant. Voilà, c'est l'AD1 Arkema. Adrien, justement, pour répondre à ces différences. Non, honnêtement, dans le paysage médiatique, politique et d'opinion dans lequel on est, un indicateur qui nous dit que 3 Français sur 4 souhaitent davantage de femmes, il est plutôt positif et on le reçoit plutôt positivement, étant donné qu'on a une période de notre histoire contemporaine qui n'est pas forcément la plus progressiste qu'on a connue. Intéressant aussi de voir qu'on a donc 75% des Français qui répondent ça, seuls 3% quand même répondent non, pas du tout, bon. Et 80% des Français qui suivent régulièrement l'actualité sportive veulent plus de femmes journalistes de sport. Je trouve que c'est aussi un signal plutôt encourageant quand on sait que ce public-là d'aficionados un peu réguliers du sport, il est largement plus constitué d'hommes que de femmes. Donc j'y vois plutôt des signaux encourageants. Et puis, sur la répartition de est-ce qu'on met ceux qui ne se prononcent pas dans le non, je dirais qu'il y a quand même 2 niveaux. Entre des gens un peu distants, on voit qu'en fait, on a une surreprésentation des retraités dans la case grise, c'est-à-dire ceux qui ne se prononcent pas, qui sont un segment de la population peut-être un peu plus distant vis-à-vis de ça. Je pense qu'effectivement, c'est un problème de génération aussi, sur les points de vue des gens âgés de ma génération, même si je ne partage pas leur avis en l'occurrence, mais n'ont jamais vu de femmes commenter du sport, ils ne courent pas après ça. Et les générations nouvelles, au contraire, sont beaucoup plus ouvertes à ça. Pascal, comment vous faites justement, vous, pour rééquilibrer et que les femmes trouvent leur place dans le commentaire sportif? Oui, alors moi je figure dans les 75%, je tiens à rassurer. Non, mais c'est un long travail d'abord parce que quand on parle d'une rédaction, on parle d'hommes et de femmes, parce qu'il y a des femmes dans la rédaction.
qui sont passionnés par leur métier. Certains sont arrivés depuis longtemps, 10, 15, 20 ans, 30 ans. Ils sont heureux de faire ce qu'ils font. Ils ont les Jeux Olympiques qui arrivent à Paris, les Jeux Paralympiques. Ils ont envie de les couvrir. Donc voilà, c'est un métier passion que les gens ne quittent pas comme ça. Et comme vous en doutez, une rédaction des sports à France Télévisions, comme dans tout France Télévisions, on n'embauche pas non plus tous les ans voilà, des dizaines de journalistes pour venir renforcer les équipes. Donc ça prend du temps avant qu'il y ait un renouvellement des générations. Donc on y arrive petit à petit. Ce qu'on fait surtout, c'est de rechercher, de recruter des jeunes femmes qui n'ont pas pour seule qualité d'être femmes, mais avant tout d'être des bonnes journalistes, des bonnes reporters, qui aiment le sport, parce que c'est important, parce qu'on y passe quand même beaucoup de temps, mais qui ont ces qualités professionnelles et qui montrent qu'effectivement, il n'y a pas de déterminisme à dire que seuls les hommes savent parler du sport. Mais il ne faut surtout pas faire n'importe quoi et vouloir afficher simplement des femmes à l'antenne, en disant « Regardez, on est au sport et on a des femmes qui sont à l'antenne ». On veut aussi avoir des jeunes femmes qui vont faire de l'enquête, travailler, faire du reportage, raconter des histoires. Et moi, je pense que, alors tant mieux si dans certaines écoles, on arrive à une certaine parité dans les souhaits de travailler sur le sport entre les jeunes filles et les jeunes hommes qui sont dans les écoles. Moi, je trouve, en tout cas, là où je suis, dans les candidatures que je reçois, depuis les candidatures pour les stages de troisième, de seconde, jusqu'aux stages dans les écoles de journalisme, il y a encore beaucoup de garçons. Et je pense que c'est important d'expliquer dans les écoles que les jeunes filles ne doivent pas se sentir... je dirais s'auto-censurer en se disant « moi je ne vais pas aller au sport parce que je ne suis pas experte, je ne suis pas Alex Boyon, moi je ne connais pas toutes les dates ». Et leur expliquer que venir, en tout cas dans une rédaction comme celle de France Télévisions, c'est pour faire son métier de journaliste avant tout, sur le sport, mais c'est avant tout un métier de journaliste, de reporter, d'aller sur le terrain, de rencontrer les sportifs et plus largement ceux qui s'intéressent au sport, les acteurs du sport, raconter des histoires. Et c'est pas simplement être un expert du sport et tout savoir sur le sport. Et je pense qu'il y a un petit peu d'autocensure parfois chez les jeunes femmes à se dire moi je suis pas spécialiste. Et on sait que ça arrive dans d'autres domaines où les femmes vont pouvoir parfois avoir tendance à se dire moi je n'y vais pas parce que je ne suis pas assez experte. Les hommes, même s'ils ne sont pas experts, ça ne les dérange pas de venir s'exprimer. Ça arrive parfois. Donc il faut y aller. Et moi, c'est le travail que j'entends faire et qu'on essaie de faire passer le message auprès des écoles aussi pour dire les jeunes femmes qui aiment le reportage, et il y a des super histoires à raconter au sport. On a bien vu qu'on est sur une matière quand même positive, avec des belles valeurs. Venez et venez faire ce métier de reporter et venez pas simplement en disant je vais venir présenter l'émission ou je vais venir devant les caméras. Je pense que voilà, on a une rédaction de journalistes et avec toute la palette. Et j'espère que petit à petit on va un peu équilibrer les choses. Je rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, à réagir, et évidemment, on vous tendra un micro pour que vous puissiez poser des questions à nos invités. J'ai une question volontairement provocatrice. Est-ce qu'il faut absolument la parité partout ? Parce que, Adrien, si je rebondis sur le baromètre Via Voice, on voit bien que les femmes s'intéressent moins au sport que les hommes. Alors pourquoi il faudrait qu'il y ait 50% de femmes et 50% d'hommes chez les commentateurs sportifs ? Florent Latrive. Adrien, à Radio France. Pas moi. Alors moi, dans cette idée, pour moi, je pense que c'est toujours l'œuf et la poule. C'est-à-dire que il y a évidemment un mouvement qui doit s'enclencher. Je pense que si les femmes disent s'intéresser moins au sport, c'est aussi parce qu'aujourd'hui le sport, et surtout le sport tel qu'il est représenté dans les médias, est un univers connoté masculin, que ce soit sur le type de compétition qui soit donné, le type de sport, etc. Donc ça, forcément, je pense que c'est comme ça, et on est dans des mouvements où ça ne peut que s'enclencher. Dans le sondage, on voyait aussi sur, majoritairement, j'ai plus le chiffre en tête, mais massivement, les gens réclamaient des compétitions féminines de sport. Et on sait bien, alors on n'a pas cette question à la Radio France, mais je pense que c'est valable pour beaucoup de médias. On sait bien que les gens le réclament beaucoup, mais qu'en termes d'audience, ça ne suit pas toujours. Donc il y a aussi un équilibre. À un moment, c'est toujours pareil, c'est que le volontarisme, à un moment, doit exister, à la fois dans la représentation, dans la féminisation des journalistes sportifs, dans le fait de montrer certaines compétitions, et que s'il n'y a pas de volontarisme, ça ne bougera pas. Donc moi, je pense que c'est pour ça que, pour reprendre votre question, il faut être très volontaire. Oui, il faut tendre vers la parité, parce que si on n'a pas cet objectif, en fait, on ne fera rien. Et donc, il faut tendre vers la parité dans les représentations, dans le type de match qu'on va diffuser, dans les disciplines sportives, dans les recrutements, parce que si on ne fait pas cet effort-là, ça ne bougera pas, et puis on aura toujours un déséquilibre massif.
Et juste avec un œil un peu extérieur, parce que je maîtrise moins le sujet, je crois que la tendance devrait aussi pouvoir s'accélérer, de ne pas cantonner les femmes aux commentaires du sport, des compétitions féminines, et que, imaginons que demain, l'équipe de France de football sur TF1 masculine soit commentée, pourquoi pas, par un duo de commentateurs et commentatrices. Cyril, vous faites de la provocation. Vous savez bien qu'on vient de perdre la diffusion Non, mais- profit d'M6. Il me cherche. Michel. Le problème, c'est que sur les chaînes comme TF1, les commentateurs, et c'est les mêmes pendant 20 ans. Donc ça ne change pas beaucoup. Pascal, justement. Non, ça vient petit à petit. Alors nous, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur la parité qu'on arrive. Alors on a quelques leviers, effectivement, sur les commentaires en direct. Vous savez, il y a les commentateurs journalistes et il y a les consultants. Et là, pour le coup, on constitue une équipe qui n'existe que le temps, pour le coup, des Jeux Olympiques. On a une 60aine de consultants pour les Jeux de Paris, les Jeux Olympiques, une 20aine pour les Jeux Paralympiques. On s'est fixé comme objectif d'être à parité. C'est plus ou moins facile, d'ailleurs, selon les sports, parce que le sport masculin a dominé dans certaines disciplines, donc il y a les anciens sportifs, ceux qui ont l'aisance, qui ont l'habitude de s'exprimer en public, qui sont prêts à venir en tant que commentateurs, vont plutôt être des hommes, et il faut donc beaucoup discuter avec les fédérations, avec le comité olympique, comité paralympique, pour repérer les profils et leur donner la possibilité de venir en tant que commentateur. Frédéric. Je pense qu'il faut effectivement être extrêmement volontariste sur ces questions. Il y a encore quelques années, on nous disait oui, mais des expertes sur telle ou telle question de politique internationale, c'est du militaire, c'est de la défense, il n'y a pas de femmes, on n'en trouve pas. Quand on décide qu'en fait on veut les trouver et qu'on les met à l'antenne, ça marche. Donc en fait, c'est vraiment une question de volonté. Et je pense qu'on nous attend là-dessus. Et c'est un cercle tout à fait vertueux parce que plus on entend des femmes sur les questions sportives, sur les questions militaires, sur toutes sortes de sujets sur lesquels elles sont compétentes, elles ne sont pas juste des femmes, elles sont compétentes, on les écoute, les femmes écoutent et ça marche comme ça. Adrien. Peut-être juste un point d'opinion, parce que là on est parti sur la question de la parité. Pour le coup, dans le sondage, la question n'a pas été posée comme ça. On a demandé est-ce que vous aimeriez plus de femmes journalistes de sport. Je pense que pour le coup, si on pose la question sous la forme d'une parité exacte, voire de quotas, etc., on aura des réponses beaucoup plus rouges et beaucoup moins progressistes. Donc c'est peut-être juste un point. Effectivement, quand on pose cette question, on met une petite phrase en amont en disant voilà, c'est un job encore largement surreprésenté chez les hommes. Souhaiteriez-vous qu'il y ait davantage de femmes ? On ne leur dit pas souhaiteriez-vous qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. On pourrait essayer de la poser comme ça, mais je suis quasiment certain que la réponse serait quasiment inverse. Sur la question de l'autocensure que vous aviez abordée, Pascal et Frédéric, est-ce que la raison pour laquelle il y a peut-être moins de femmes qui postulent pour devenir journalistes sportives ou commentatrices sportives, c'est parce que quand des femmes animent des émissions de sport et que les téléspectateurs ne sont pas d'accord avec les commentaires, eh bien les critiques derrière sont extrêmement virulentes et maintenant il y a beaucoup de dénonciations, de réflexions sexistes et ça peut peut-être décourager certaines de faire face à cette violence qui est de plus en plus dénoncée aujourd'hui. Je ne sais pas si ça peut les décourager, mais c'est vrai que le procès en légitimité, il existe dans le sport, parce qu'il y a encore une domination masculine. Et ceux qui vont prendre la parole sur les réseaux sociaux notamment, donc on ne va pas considérer que tout ce qui... que c'est représentatif de l'opinion du public, mais c'est vrai que ceux qui vont prendre la parole vont pouvoir aller très loin dans des commentaires sexistes et dans des procès en légitimité. Est-ce que ça dissuade ? Je ne sais pas. Moi, je pense que ça peut participer, par rapport à ce que je disais, des jeunes femmes qui vont considérer que la matière, le journalisme de sport, va être réservé à des spécialistes. Donc on va en trouver des femmes qui sont passionnées d'un sport et qui vont être super pointues et qui vont être hyper compétentes. Mais je pense qu'une rédaction de sport, elle doit s'ouvrir aussi à des femmes et des hommes qui sont journalistes, qui sont passionnés de sport, mais qui ne sont pas forcément uniquement des forts en thème et qui connaissent tout sur une discipline. Ce n'est pas forcément de cela dont on a besoin aujourd'hui dans une rédaction de sport. Juste, j'ajoute, si on parle par exemple de l'e-sport, ou bien du gaming ou de choses comme ça, c'est très compliqué. Vous avez intérêt, quand vous êtes une femme et que vous voulez vous impliquer sur ces dossiers-là,
c'est très très compliqué. Il faut avoir le cœur bien accroché et ne pas se laisser impressionner par les déluges de choses tout à fait horribles qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, quoi. Donc je pense qu'il y a effectivement ce problème-là. Je pose la question parce que je me souviens qu'une journaliste sportive avait reçu des menaces de mort parce que dans un débat pour savoir quel était le meilleur footballeur au monde entre Antoine Griezmann ou Mbappé, elle avait fait ouais, Antoine Griezmann. Et elle avait reçu une vague d'insultes et de menaces de mort. Michel. Bah, si on répond Mbappé, c'est moins risqué, quoi. Oui, voilà. Non, mais oui, ça fait peur. Mais bon, c'est vrai que le journalisme sportif touche à quelque chose de passionnel et que les réactions sont passionnelles et donc excessives très très souvent. Qui plus est, si c'est une femme à qui on a certaines partie de la population conteste la légitimité professionnelle, mais ça déclenche toujours, ça a toujours existé, les réactions violentes, menaces de mort, c'est évidemment unique et heureusement rare, mais c'est très, très, très violent quand on commente le sport. En particulier sur des médias importants et qu'on prend des positions tranchées, on s'expose beaucoup. Voilà. Et si c'est une femme, aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, c'est encore plus dangereux, quoi. Est-ce que le sport, et notamment à travers les Jeux Olympiques dans quelques semaines, a un rôle à jouer dans la société en termes d'exemples, de valeurs, en ces temps sombres, compliqués, où il y a la tentation de repli sur soi, de regard de l'autre avec méfiance? Oui. Mais alors juste là aussi, petit point sur les mots qu'on utilise. Je pense qu'il faut qu'on parle de plus en plus de journalisme de sport plus que de journalistes sportifs ou de journalistes sportives. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la matière qu'on interroge et que par définition, comme le dit Pascal, on peut être un excellent ou une excellente journaliste de sport sans soi-même être sportif ou sans soi-même avoir une passion pour le sport. Et donc, quand on appelle le journalisme de sport, on ouvre la porte à tous les sujets que tu évoques et le fait que quand on parle de sport, on parle de la société. On a eu dans notre malheur ces dernières années une chance, c'est le Covid. Le Covid a fait que pendant des mois, les compétitions sportives se sont arrêtées. Donc les rédactions, et notamment les rédactions, les services des sports, ont dû se réinventer. Donc on est allé chercher du sociétal autour du sport, on a multiplié les enquêtes, on a travaillé sur le sexisme dans le sport, on a travaillé sur la violence dans les stades, on a travaillé sur d'autres pratiques que les simples compétitions. Donc on a imaginé inventer d'autres choses, tout ça c'est resté, nous on le voit chez nous, ça fait partie des raisons très fortes d'abonnement, c'est-à-dire que les gens s'abonnent pour lire des enquêtes sur la périphérie du sport. Ceci étant dit, là aussi je vais m'auto-contredire avant de laisser la parole, quand on demande aux Français ce qui les intéresse sur le sport, bah, ça reste le résultat, principalement, et les comptes rendus avant même les analyses. Florent Latrive. Alors, je pense que pour le coup, moi j'ai travaillé longtemps à Libération où il y avait justement une tradition qui était aussi une tradition qui mêlait société et sport de façon extrêmement affirmée et notamment avec des enjeux d'écriture aussi qui étaient très importants. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de se servir du sport comme une manière de raconter des histoires de la vie et des histoires de la société. Et c'est vrai. Moi, j'ai appris à regarder le sport par ce prisme-là, et ça reste un des endroits absolument essentiels pour ça. Et je pense que ça, c'est encore valable aujourd'hui, et de façon vraiment très importante, d'autant plus à une époque, on l'a dit tout à l'heure, et ça a été redit, mais c'est évident, où la société est très polarisée. Là, on l'a dit même avec des appels au meurtre, de la violence, du rejet de l'autre, etc., où le sport reste un endroit où on peut partager, où on peut avoir du commun, où on peut avoir un regard ensemble vers quelque chose, y compris quelque chose où il y a des adversaires, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est vraiment très très important. Et en ce sens, plus que jamais, je pense que le sport a un rôle vraiment à jouer. Michel ? Bah oui, le rôle du sport par rapport à la société est très important, quoi. Ça peut être très fédérateur dans des périodes de division, et c'est fédérateur souvent
à court terme aussi, parfois. On se souvient de l'équipe de France de 98, le Black Bomber, et puis après, ça n'a pas été suivi d'effets considérables dans la société française. Mais enfin, ces moments-là sont des moments où, quand on va dans un stade, quand on est spectateur dans un stade, on ne sait pas ce que pense notre voisin en dehors du football, sauf quand il y a des dérapages, mais c'est quand même mineur, ça existe encore et c'est regrettable, mais ça réunit des gens de tous horizons, à la fois sociaux, d'opinion, de religion, etc. Et c'est le seul endroit, et les spectacles aussi. C'est pour ça que la culture et le sport peut-être sont en tête de la confiance accordée aux journalistes. Ce sont des endroits la culture et le sport sont des endroits, sont des arts qui réunissent plus qu'ils ne divisent, alors que la politique divise plus qu'elle ne réunit, hélas. Pascal, sur le rôle du sport dans la société? Moi, pour France Télévisions, en fait, on est à la fois producteur ou coproducteur d'un spectacle incroyable avec effectivement des émotions qui vont rassembler toutes les générations, ce qui est important pour un média comme France Télévisions, qui a pour mission de s'adresser à toutes et à tous. Et à toutes les générations, et le sport le permet. Il y a très peu de matière qui le permet. Quand vous diffusez un match du tournoi Destination, effectivement, on a des gamins, on a des personnes âgées, on a tous les âges. On a des femmes qui regardent. Le football aussi permet à une chaîne de rajeunir son audience, parce que qui regarde la télévision aujourd'hui sont plutôt des personnes âgées. La moyenne d'âge est assez élevée. Quand on diffuse du sport, on rassemble beaucoup plus large. Mais on est aussi capable, quand on est journaliste de sport et quand on a une rédaction de sport comme à France Télé, c'est le vrai dans un certain nombre de médias et de journaux, de traiter de problématiques beaucoup plus larges que le simple sport. Et aussi, moi je trouve assez passionnant, je ne suis pas journaliste de sport à la base, je suis arrivé ici au sport un petit peu sur le tard, mais de s'interroger sur ce qui peut amener un sportif, une sportive, à aller aussi loin dans le sacrifice, dans l'effort, qui n'est pas simplement un effort physique, mais de consacrer toute une partie de sa vie à ça. On va assez loin dans qu'est-ce qui les amène à aller jusque-là. Et quand on commence à creuser un peu, c'est assez passionnant, parce qu'on est sur des aventures humaines, et là, on dépasse largement le cadre de qui court le plus vite ou qui a marqué le plus de buts. On touche à autre chose, et je pense qu'il y a une place, même si on voit que le public est avant tout intéressé par le résultat et le tableau d'affichage. Bon, il y a quand même des gens qui continuent de s'intéresser à autre chose qu'au simple résultat, et on va continuer de travailler avec eux. Et je pense qu'on a aussi toute une face moins rose, un peu plus sombre dans le sport comme dans la société, et on essaie, à notre niveau, à travers des enquêtes et des longues investigations, de parler du harcèlement qui peut exister dans certaines fédérations, des violences morales, physiques que peuvent subir certains athlètes. Il faut aussi passer du temps. Alors là, on n'est pas dans du direct, on est dans du travail de longue haleine, mais on doit être capable de faire les deux, et on essaie de continuer à le faire, même si ce n'est pas toujours facile. Frédéric? Oui, je crois que dans un contexte peut-être aussi de fatigue informationnelle généralisée, de choses très très anxiogènes sur beaucoup de nos antennes, c'est vrai que le sport, c'est des valeurs, c'est le beau geste, le beau match, c'est de l'enthousiasme, c'est créateur de liens, c'est ce qu'on s'est dit. Donc oui, c'est très positif, et il faut qu'on capitalise là-dessus pour justement renouer aussi avec nos audiences qui parfois, sur d'autres thématiques, le lien est plus compliqué. Est-ce que pour qu'il y ait peut-être plus rapidement plus d'enthousiasme à l'approche des grandes compétitions sportives, et là, à quelques semaines des JO, que le sport prenne une place plus importante dans la vie des Français? Je pense notamment à l'école. C'est le président de la République qui a dit qu'il faut que le sport maintenant prenne plus de place dans l'enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Ça fait 50 ans que j'entends ça. Oui, c'est vrai. C'est tout. Pascal, c'est la question. C'est vrai que c'est le débat qui est un petit peu tarte à la crème qu'on entend depuis quelques mois avec l'approche des Jeux, parce qu'on parle de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce qui restera de ces Jeux?
Et donc l'héritage, il se travaille avant, évidemment, sur la manière dont la France peut devenir une nation sportive. Mais c'est une question, si on pose la question depuis aussi longtemps, c'est que la réponse n'est pas si simple. Mais pourquoi il y a autant de résistance, justement, contrairement aux États-Unis, où les collégiens, les lycéens sont incités à faire du sport, à s'engager. Ça fait partie des valeurs de dépassement de soi. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait le constat qu'on est moins dans une culture du sport comme étant quelque chose d'important dès l'école, le collège, le lycée, et lui donner une valeur importante, je pense que c'est moins dans la culture française que dans une culture anglo-saxonne, mais peut-être que nos voisins ont une analyse sur le sujet. Non, mais sur cette question, il y a aussi la question de la différence entre le sport et l'activité physique et sportive. C'est vrai que la plupart des études internationales montrent que la France, et notamment chez les plus jeunes, est très à la traîne, non pas sur la pratique du sport en compétition, quoique, mais aussi sur la pratique de l'activité sportive au quotidien, ce qui n'est pas sans créer d'ailleurs des problèmes de santé publique. Je lisais récemment, on voit parfois des jeunes qui ont aujourd'hui des maladies que des anciens avaient il y a 20 ou 30 ans à cause de la sédentarité, de l'inactivité. Et donc le sport, c'est pas que de la compétition. C'est pas que des matchs, c'est pas que des gagnants et des perdants, c'est aussi de l'activité physique et sportive au quotidien. Et c'est vrai que c'est ce sur quoi le COJO aimerait aussi qu'il y ait un héritage. Pour l'instant, on n'y est pas encore, je crois. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il nous reste encore un petit peu de temps. Je vois une main qui se lève. Alors, je ne sais pas si on peut vous passer un micro. Alors, moi, j'en ai un. Merci. Merci. J'ai une question qui, en fait, m'est venue en vous écoutant, et pas à la lumière, il y a 1 heure des données, ou même de leur transmission il y a 2 jours sur le site des Assises, et qui est peut-être un point aveugle, puisque le sport est censé, et les médias qui le diffusent, être inclusif. Finalement, on a peu parlé ici des âges. Or, le sport intéresse tous âges, et quel que soit le support. On s'intéressait tout à l'heure à la question des femmes et de la perception par les publics elles-mêmes. Ce qui m'a interpellé, c'est davantage de vous entendre, vous, Pascal Golomer, dire souvent « je veux faire venir dans les rédactions des jeunes femmes ». Quid de mettre à l'écran parfois des gens qui seraient de plus de 40 ans ou de 50 ans ou autres, parce que ceux ou celles qui les suivent sont parfois eux-mêmes plus âgés. Est-ce que c'est une question que vous avez parfois dans vos rédactions, de la même manière que le spectre politique, parfois pour le traiter, il faut avoir plus d'expérience, etc., etc. Est-ce que, non, au contraire, c'est une prérogative dans les nouvelles embauches et dans les nouvelles personnes qu'on met à l'antenne, qu'elles soient absolument de moins de 30 ans, on va dire ? C'est une très bonne question. C'est pour ça que moi, j'ai jamais parlé de parité. Alors on le fait comme objectif sur les consultants. J'ai parlé de rééquilibrage, c'est-à-dire que je considère qu'une rédaction de 60 journalistes dans laquelle on peut compter moins d'une dizaine de femmes et d'une moyenne d'âge assez élevée, on est dans un équilibre qui ne me paraît pas satisfaisant. Mais je ne suis pas du tout dans une espèce d'absolutisme qui consisterait à ne mettre à l'antenne que des jeunes femmes de moins de 30 ans pour se donner, pour faire évoluer notre image. On n'est pas du tout là-dedans, et je suis plus dans une logique de rééquilibrage. Et si on regarde l'antenne pour le coup de France Télévisions, y compris sur le sport, on voit bien qu'on a une multitude de visages et avec des générations très différentes. Voilà, on a Nelson Montfort qui est encore parmi nous et ravi de continuer de parcourir le monde. Et on a des jeunes journalistes qui viennent de nous rejoindre et à qui on donne toute leur place dans le dispositif. Donc on essaie justement d'avoir une vraie diversité, pas toujours facile. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on a aussi, en termes d'origine sociale, on sait, mais là ça dépasse largement le journalisme de sport, mais le journalisme tout court, de pouvoir avoir au sein des écoles et donc ensuite au sein des rédactions autant de diversité que possible. Il y a encore du pain sur la planche. À l'antenne, en tout cas, on n'est pas du tout dans une logique de jeunisme à tout prix ou de féminisation à tout prix. Une autre question ? Moi, j'en ai une autre. On a vu, et c'était encourageant dans le sondage, que
il n'y a pas beaucoup plus d'enthousiasme pour les Jeux Olympiques que pour les Jeux Paralympiques. Est-ce que justement, les Jeux, c'est une manière... Alors, encore une fois, on pose beaucoup la question, mais quand on voit les portraits sur les athlètes, moi j'ai constaté qu'on voit beaucoup de portraits dans la presse qui concernent aussi bien les athlètes que les athlètes paralympiques. Est-ce que c'est une manière encore de changer le regard sur le handicap et de se dire, ben voilà, c'est des athlètes incroyables, c'est le dépassement de soi, c'est pas se laisser enfermer dans une identité de celle d'une personne handicapée et de se dire qu'on peut relever le défi comme quelqu'un de valide. Nous, on discute beaucoup, évidemment, avec le monde du parasport qui met beaucoup d'enjeux dans ces Jeux paralympiques pour que le regard change, pour, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, inciter à la pratique pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on parle de sédentarité chez les personnes valides, mais c'est aussi vrai, manque de structure dans les clubs pour accueillir des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient faire du sport. Donc, tout le mouvement mise beaucoup sur ces Jeux pour donner davantage de visibilité. Maintenant, il faut que les stades soient pleins, parce que c'est un vrai signal aussi. C'est-à-dire que c'est un peu un risque, c'est qu'il faut que ce soit un succès. On ne peut pas se permettre d'avoir des stades à moitié vides sur des Jeux paralympiques. Donc, la tension est forte, la pression est forte. Nous, on essaie de contribuer autant que possible. Il y a un débat qui est intéressant avec le monde du parasport. Les athlètes ne souhaitent plus, lorsqu'on les présente dans des reportages, quand ils sont accueillis sur des plateaux, comme des personnes avec des parcours de vie incroyables. Ce sont des athlètes et ils veulent qu'on parle de leur performance. Donc nous, on a un petit débat aussi avec eux, parce que quand on parle des athlètes valides, on aime bien aussi parler de leur parcours. Donc on dit, on ne va pas s'interdire de parler de votre parcours. Mais effectivement, que le seul prisme et la seule manière dont on parle du parasport, c'est à travers les parcours de vie, parfois très accidentés, et la résilience dont ils font preuve. Quand on se limite à cela, c'est quelque chose que les athlètes ont de plus en plus de mal à accepter, parce qu'ils disent, je parlais de sacrifice tout à l'heure, ils font des sacrifices en tant qu'athlètes, pas des sacrifices en tant que personne avec un handicap. Et je pense qu'en tant que journaliste, et pour toutes les rédactions, il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là, pour que le regard change et qu'on ne les voit pas simplement comme un athlète qui est handicapé et qui doit donc faire encore plus d'efforts que quelqu'un qui est valide. Ça, ils n'en veulent plus, et il faut on change notre regard sur les athlètes justement handisport pour faire partager leur passion du sport et l'émotion qui règne aussi dans une enceinte où se déroulent les épreuves de parasport. Très rapidement, Frédéric. Oui, juste dire que nous, on a regardé avec beaucoup d'intérêt ce qu'avait fait la BBC à Londres sur ces questions-là, parce qu'ils avaient été vraiment très, très en pointe en termes de couverture pour mettre au même niveau ce qui était paralympique et les compétitions valides. Donc voilà, c'était, pour nous, c'est vraiment, on l'a regardé avec beaucoup d'intérêt, on a essayé de tendre vers ça. La conclusion, Cyril. Non, je ne vais pas me permettre, elle est pour toi la conclusion. Non, juste là-dessus, et c'est rigolo, hier il y avait un débat sur justement le traitement du sport paralympique, et il y avait un journaliste de Ouest France qui est aussi vice-champion olympique de tennis de table et qui est aussi consultant pour France Télé, Julien Soyer, et qui disait, mais en gros, nous on attend des journalistes qu'ils nous engueulent et qu'ils disent qu'on a été mauvais et qu'ils disent qu'on a raté. En gros, exactement comme le dit Pascal, que voilà, qu'on soit sur le même traitement journalistique, là où nous, quand même, on doit faire là aussi du volontarisme, c'est que on doit faire des choix et montrer la place que vont jouer les Jeux paralympiques aussi dans les 6 mois à venir. Ma conclusion, la mienne, et je te laisserai la tienne, c'est que nous, pour le J-1 an à Ouest France, on a fait la même une. On a accordé la même place pour le J-1 an des Jeux Olympiques et pour le J-1 an des Jeux Paralympiques. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Et oui. Alors, rendez-vous sur France Télévisions quand pour le démarrage officiel de la compétition et pour voir si l'enthousiasme sera au rendez-vous. Alors, la cérémonie d'ouverture elle a lieu le 26 juillet, mais les épreuves commencent dès le 24 juillet. Donc les Jeux Olympiques, pour nous, ça commence dès le 24 avec suivi. Il y a un tournoi olympique de football qu'on regarde maintenant avec beaucoup d'attention, même si je ne suis pas sûr qu'Kylian Mbappé soit là. Enfin, Michel va nous dire. Mais voilà, ça commencera dès le 24. C'est rien, je veux juste dire que la première médaille des Jeux Olympiques de Paris sera attribuée à Châteauroux.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Et le prochain rendez-vous, c'est 18h30 ici pour la remise des prix des assises. Merci. 18h15 pour Gada. Merci.